qu'on ne pouvait pas perdre. Soit qu'on allait faire une découverte, par exemple, le boson de Higgs, soit qu'on ne faisait pas de découverte comme le boson de Higgs, mais alors, la théorie, c'est quoi l'échelle du TeV? Et on était obligé de trouver une nouvelle physique, c'est impossible de faire autrement, parce que la théorie donne des résultats absurdes, donc la théorie n'est plus valable à l'échelle du TeV. C'est l'un ou l'autre. Voilà. OK. Donc, ben, les recettes pour trouver, j'ai dit qu'en électromagnétisme, en interaction forte, en fait, il y a des recettes qui ont été trouvées. Pour l'électromagnétisme, c'est très simple. Je mesure la charge et la masse à une certaine résolution. Le fait que le photon soit de masse nulle, c'est très important, parce que le photon de masse nulle, ça veut dire que la portée d'interaction est infinie. Et quelle que soit la distance où je m'approche d'une charge nue, j'ai la même physique, le même bouillonnement. Il y a une espèce d'invariance qui vient du fait que la portée d'interaction est infinie. En interaction forte, ben là c'est un peu plus simple, les divergences, on fixe une échelle, puis il se trouve que là, ça va dans le sens inverse, comme vous voyez, quand je vais vers les hautes énergies, donc les petites distances, en fait, l'interaction devient de plus en plus faible. L'interaction devient même asymptotiquement libre. Des quarks et des gluons à très très petite distance n'interagissent plus entre eux. C'est fini, il n'y a pas d'interaction. L'interaction avec la distance va dans le sens inverse. Et là, ça explique tout de suite pourquoi le proton ou le neutron ont une taille finie. En fait, quand je mets un quark nu, ben, le vide commence à bouillonner, et plus ça bouillonne à grande distance, plus ça coûte de l'énergie, puis il y a une limite, un volume fini dans lequel ce bouillonnement s'arrête, et ce bouillonnement, ça correspond à la taille d'un proton. Voilà comment on construit un proton à partir des quarks élémentaires. Donc, pour l'électromagnétisme et l'interaction forte, c'est simple. Pour l'interaction faible, les gens se sont cassés les dents pendant 50 ans, et ça semblait un problème absolument insolvable. Donc quand Higgs et Englert auront le prix Nobel dans quelques mois, vous comprendrez qu'ils ont trouvé quelque chose d'assez fabuleux, qui est de vaincre cette malédiction qui empêche la renormalisation de la théorie électrofaible. Voilà. Et ça, je vais y revenir. Donc, les recettes trouvées pour obtenir des théories prédictives, c'est-à-dire qui permettent d'aller vers les petites distances, les recettes qu'on a trouvées pour l'électromagnétisme ou l'interaction forte ne fonctionnent pas pour l'interaction faible. Elles ne fonctionnent pas pour une raison très importante, très évidente, c'est que les bosons Z et W sont massifs. Comme les bosons sont massifs, j'ai dit que delta E, delta T doit être plus grand qu'H', la distance caractéristique, elle est définie par la masse de ces bosons, donc je n'ai pas d'invariance d'échelle, donc je n'aurai pas de renormalisation possible de la théorie. Limite qui semble absolument infranchissable. Et pour régulariser la théorie, donc pour qu'elle puisse donner des résultats sensés, il faut soit un boson de Higgs, soit autre chose. Ça peut être autre chose, mais il faut l'un ou l'autre. Donc sans un mécanisme pour contrecarrer les divergences dues au boson massif et régulariser les calculs, le modèle standard est une théorie qui s'écroule à l'échelle du TeV. Là, je n'ai pas besoin de parler d'origine de masse ou d'aspect philosophique. C'est vraiment la théorie qui est plus valable, donc on est obligé de résoudre ce problème. Donc, c'est ce que je dis. Peut-on se passer de connaître l'origine de la brisure de symétrie, l'origine des masses? On ne peut pas se pascer de connaître ça. On est obligé de l'affronter. En fait, ce qui se passe, c'est que si je regarde à l'échelle du TeV des collisions entre bosons W, ce qu'on appelle des composantes longitudinales de boson W, la probabilité de diffusion, le calcul donne une probabilité supérieure à 1 s'il n'existe pas quelque chose d'autre, comme un boson de Higgs, une nouvelle structure. Donc les résultats deviennent absurdes. On est obligé d'avoir une structure en dehors des champs de matière et de symétrie de jauge pour régulariser la théorie. En pratique, du point de vue d'une vision physique des particules, ce qui se passe, c'est qu'en plus de ce petit diagramme, je rajoute un petit boson de Higgs qui peut relier ça et c'est suffisant pour que ça continue. Ça, je vais y revenir. Ça, c'est générique. Ceux qui vous disent on le savait, le boson de Higgs c'était prévu, c'est pas vrai. En fait, on ne savait pas du tout. Moi, je peux vous garantir que la majorité des théoriciens, avant la découverte, à la mi-juin 2012, me disaient qu'on n'allait pas le trouver. Ils ont tous, évidemment, après la découverte, dit oui, on le savait, mais avant, ils disaient tous qu'on n'allait pas le trouver. La structure générique, elle est comme ça, en fait. Et ça, c'est la structure générique de toutes les théories, sans exception, qui essaie d'expliquer le problème. Il y a une espèce de secteur, je vous ai dit, les symétries de jauge, il faut les fixer, parce que c'est ce qui définit la nature des interactions. Il y a les champs de matière, quelles sont les particules de matière que l'on connaît. Il y a des couplages entre les deux. Et il y a un secteur qui brise la symétrie électrofaible, donc qui doit donner la masse au boson ZW. En fait, ça consiste à fournir les composantes longitudinales de ces bosons. Cette structure additionnelle, ça peut être plein de choses, pas juste le boson de Higgs, ça peut être des bosons vecteurs lourds, des fermions, donc il y a des techniques couleurs, il y a plein de théories qui ont été inventées.
le boson de Higgs n'est pas nécessairement a priori la plus élégante, c'est a posteriori la plus élégante, mais ce n'est pas nécessairement a priori la plus élégante. Donc beaucoup de théoriciens étaient bien convaincus, on n'avait pas trouvé ça, mais trouvé autre chose. Beaucoup de théoriciens nous disaient avant juillet 2012 que finalement c'est pas très grave, après tout des théories effectives, c'est-à-dire des théories qui s'écroulent, qui deviennent des théories falsifiées à une échelle, quand je change d'échelle, bah, ce ne serait pas la première fois, après tout c'est pas si grave que ça, tant pis, on aura une nouvelle physique. Il se trouve que là on est dans la configuration inverse, les résultats qu'on a obtenus semblent dire qu'on est potentiellement, au moins conceptuellement capable d'utiliser la théorie pour aller vraiment jusqu'à l'échelle de Planck. Et ça pose des problèmes. Une des hypothèses les plus fameuses, c'était donc le boson de Higgs, ça on le savait longtemps, et ça c'est une revue qui avait été faite en 1975 par John Ellis, qui nous disait que on ne sait pas où trouver le boson de Higgs, en fait on ne connaît pas la masse, on n'a aucune idée de la masse du point de vue théorique, ça c'est resté vrai, donc la découverte est une découverte de ce point de vue-là vraiment expérimentale, même si la prédiction du mécanisme est théorique. On ne connaît pas la masse, et il nous disait donc je n'encourage pas les grands projets expérimentaux. Donc voilà, donc on n'a pas écouté les théoriciens, et on s'est lancé dans des grands projets expérimentaux. Donc toute cette introduction permet de, j'espère, mettre en perspective l'importance du projet expérimental, et il me reste à vous expliquer en détail l'origine de la masse. Je vais avant tout vous montrer un petit peu la machine, le LHC. Donc une pause avec quelques petites images et quelques films pour rafraîchir un petit peu avant de repartir dans les concepts. J'ai introduit trois formules, j'ai introduit en gros les trois formules, il m'en manquait juste une, mais voilà. Donc pourquoi la physique, pourquoi on fait de la physique des hautes énergies, pourquoi les collisionneurs, pourquoi il faut aller faire ça aux collisionneurs? C'est très simple en fait. Il faut sonder la matière à petite distance, et en fait l'énergie est inversement proportionnelle à la longueur d'onde que l'on peut sonder. Donc si on veut aller dans les petites distances, on a besoin de monter en énergie. Il faut créer de nouvelles particules qui ont potentiellement de grandes masses, ça c'est E égale MC2. Et on a aussi besoin d'étudier les très hautes températures, en fait. Pour vous donner une idée, un TeV, on parle souvent de cette échelle-là, la machine de LHC dans la configuration finale, c'est 7 TeV sur 7 TeV, 14 TeV dans le centre de masse. Un TeV, juste par cette petite relation-là, en prenant la constante de Planck, vous pouvez calculer que ça correspond à 1 millième de Fermi. 10 TeV, c'est 1 millième de Fermi. Donc c'est très très petit par rapport à le proton. Ce sont les tailles caractéristiques que l'on sonde dans les collisions au LHC. La température, c'est aussi, ça va assez vite en fait. En fait, si vous essayez de chauffer un électron, c'est pas une très bonne idée de chauffer un électron. En tout cas, si vous essayez de chauffer l'électron pour qu'il atteigne 1 électron-volt, il y a bien des façons d'avoir un électron-volt plus facilement. Mais si vous essayez de le faire en déchauffant, ça vous prend quand même pas mal de température. Pour monter à 10 à la 4 degrés Kelvin. Un TeV, c'est 10 puissance 17 degrés Kelvin. Donc, quand on fait des collisions au LHC, on arrive très rapidement à des températures au niveau de la collision qui sont comparables aux températures quelques millièmes de milliardièmes de seconde après le Big Bang. Donc, quand on vous dit qu'on reproduit les conditions du Big Bang, c'est qu'on reproduit vraiment les conditions du Big Bang en termes de température. OK. Donc, les accélérateurs, ce sont des microscopes, en fait, ce sont des puissants microscopes pour observer la matière, telle qu'elle était dans les premiers instants de l'univers. Tout ça, c'est très simple, des petites équations vraiment très simples pour démontrer tout ça. Donc, quand je dis qu'on fait de la physique du Big Bang, c'est vrai. Ça, c'est la masse du ZW, ça correspond à peu près à ces tailles caractéristiques-là. Ça, c'est les différents détecteurs pour observer en fonction de la taille. Et on relie vraiment les deux infinis. Le LHC, ça permet de remonter le temps, d'étudier la matière, les interactions dans les premiers instants de l'univers. Et en fait, on explore vraiment les lois de la physique telles qu'elles ont été, disons, gravées dans les tout premiers instants de l'univers. Le LHC, c'est quoi? C'est Large Hadron Collider. Hadron, c'est toutes les particules qui contiennent de la matière hadronique, des quarks et des gluons. C'est des milliers d'éléments superconducteurs qui guident les protons dans un tunnel circulaire. Vous verrez ça dans les océans. Je ne sais pas si vous pourrez voir l'anneau, mais je pense que oui, nous emmènerons probablement voir l'anneau. Il y a des cavités accélératrices qui amènent les protons à très haute énergie. Le tunnel fait 27 km. Les hadrons, en l'occurrence ici, c'est des protons. On utilise aussi des noyaux. On a des collisions de noyaux. Collider, c'est puisqu'on fait des collisions violentes de protons-protons.
Ça, c'est juste une petite image de radiofréquence, un truc assez simple qui permet de remonter, qui donne la fréquence caractéristique de l'HT. C'est 400 MHz, mais on n'en prend qu'un sur 10, donc on a 40 millions de croisements de faisceaux par seconde, à peu près 10-20 collisions par croisement, donc on monte dans les 500-600 millions de collisions par seconde. 500-600 millions de collisions par seconde au LHC. Les faisceaux, ben, en fait, c'est un aimant double avec deux cavités, donc les protons circulent dans deux cavités dans des sens opposés. C'est refroidi à l'hélium superfluide, ça c'est un liquide quantique extrêmement intéressant, donc, qui n'admet pas les différences de température, donc il garantit une température absolument uniforme sur les 27 km. Le laboratoire, il y a à peu près 9000 scientifiques, 58 pays, c'est un complexe d'accélérateurs. En fait, c'est pas juste les expériences, c'est pas juste Atlas et CMS et LHCb et ALICE, mais il y a plein d'autres expériences le long de ce complexe d'accélérateurs. Et en fait, je vais essayer peut-être je pense que je l'ai ici, parce que c'est là-dessus, c'est... Attendez,